Bienvenue à The Economy of the Collapse, bienvenue à l'économie en déclin. Aujourd'hui, quand l'État empêche les citoyens d'aider, sommes-nous allés trop loin? Tout le monde a vu, là, à Montréal, un entrepreneur voit les routes défoncées. Évidemment, tout le monde est frustré de l'état des routes. Ça a définitivement aucun sens. Les trous sont tellement importants. Ça cause des bris, des accidents. On n'ose même pas imaginer à moto qu'est-ce qui se produit. Et ça devrait même, des gens qui laissent ces situations-là perdurer, portent atteinte à la vie des usagers et devraient être criminellement tenus responsables. Donc c'est grave. Et quelqu'un décide d'agir. Il prend son propre argent, achète le matériel, colmate lui-même des nids de poules, signalés par les résidents. Tout ça se fait organiquement. Et évidemment, la réaction du système, on lui dit « Arrête ça tout de suite ». C'est pas juste une anecdote, c'est un symbole. Un citoyen veut résoudre un problème extrêmement simple. Il y a un trou, on le bouche. Il n'y a pas vraiment de technologie, il n'y a pas rien. On met de l'asphalte dans un trou et on passe une petite plaque et le trou est colmaté. C'est concret, c'est visible, c'est simple. Mais l'État, lui, dit non, t'as pas le droit de faire ça. C'est pas à toi de faire ça. T'as pas le droit. Arrête maintenant. Le sujet n'est pas seulement les nids de poules, en fait. Parce que ce sujet-là fait ressortir le vrai sujet. Le vrai sujet, là, c'est qu'arrive-t-il quand l'État devient si gros, si centralisé, si réglementé, qu'il finit même par empêcher les citoyens d'agir alors que lui-même est incapable d'agir? Parce qu'au Québec, là, on paie énormément d'impôts. Le Québec, là, c'est la province avec le fardeau fiscal le plus élevé au Canada. Et selon l'Observatoire canadien de la fiscalité, se classe 11e sur 32 économies avancées de l'OCDE en proportion du PIB et est la juridiction la plus taxée en Amérique du Nord et dans le G20. Donc la question est légitime, là. Si on paie autant, pourquoi les services donnent-ils souvent l'impression de ne pas suivre, mais pas du tout? Puis là, on parle d'infrastructures, des routes délabrées, c'est étourdissant, des infrastructures des ponts qui ont tombé, des ponts rouillés, tout est fissuré, tout à l'œil donne l'impression presque d'un abandon. On n'est pas du tout dans la modernité. Suffit de voyager un petit peu, aller dans le Maine, dans l'État de New York, aller en Ontario. Pourtant, ils ont des hivers comme nous et c'est un autre monde, totalement. Puis là, on parle juste d'infrastructure, mais système de santé, c'est ridicule. Donc, que se passe-t-il? Évidemment, cette histoire-là oppose deux visions. D'un côté, il y a le modèle de l'État-providence. L'État planifie, réglemente, l'État décide, l'État exécute, l'État taxe, et beaucoup. Et plus il y a un problème, plus on ajoute une règle. On découvre quelque chose, on fait une procédure supplémentaire, on crée un comité, on ajoute des règles d'éthique, on fait des sous-comités, on fait des nouveaux contrats, des appels d'offres, on ajoute de la bureaucratie, des supervisions, plus de fonctionnaires, une autre structure administrative par-dessus une autre structure administrative qui se rapporte à une autre entité. De l'autre côté, il y a une vision beaucoup plus locale, plus conservatrice, plus libertarienne au sens large. Les citoyens s'organisent, les communautés se responsabilisent, les entrepreneurs agissent. Les problèmes simples sont réglés localement et rapidement. Et c'est exactement là que le clash apparaît parce que si un citoyen peut colmater un trou pour 50 piastres, pendant que le système prend des semaines ou des mois à intervenir, la question là, devient très inconfortable. Qu'est-ce qui coûte vraiment cher? Là? Le trou ou la machine qui gère le trou? Parce que historiquement, l'État n'a pas toujours été omniprésent. Pendant très longtemps, là, les familles, les villages, les paroisses, les associations locales et les communautés faisaient beaucoup de choses elles-mêmes. Les familles prenaient soin des aînés, les communautés soutenaient les pauvres, les parents s'impliquaient directement dans les écoles. Les réseaux locaux géraient une grande partie de la solidarité sociale. C'était pas parfait. Il y avait de la pauvreté, il y avait des injustices, il y avait des limites réelles. Mais il y avait aussi une chose que l'État moderne a largement remplacée, c'est la responsabilité directe. Aujourd'hui, dès qu'un problème apparaît, notre réflexe est souvent « Que fait le gouvernement? Quand va-t-il intervenir? » Et quand les citoyens veulent eux-mêmes agir, ils découvrent rapidement une forêt de règles, de permis,
de normes, de responsabilités légales, de syndicats, d'assurances, de cartes de compétences, de bureaucratie et moult autres structures barrières et une litanie de règles conçues littéralement pour engendrer de la léthargie et des atermoiements. Et on a déjà vu ce type de logique ailleurs. Hein? Des parents veulent améliorer une école, peinturer des murs, réparer ce qui est défraîchi parce que l'État fait rien. Faire quelque chose de simple, on parle de peinturer un mur. Et là, on leur dit, attention, là, c'est pas si simple que ça. Hein, il faut des autorisations, ça prend des écrits, des normes, un permis, des travailleurs qualifiés, ça prend des cartes pour peinturer. Il y a plein de procédures à respecter. Là. Vous pouvez pas juste peinturer un mur comme ça. Évidemment, il y a parfois des bonnes raisons. Là. Il pourrait avoir une sécurité, une responsabilité, qualité des travaux. Là. Par exemple, on ne va pas laisser des gens construire des ponts là, pour traverser des autoroutes, des choses comme ça. Là. Bon, on parle ici là, de choses simples. On bouche un trou, on peinture un mur. Je veux dire, à quel point là, on est rendu... il faut se la poser, cette question-là. Parce que si le système protège vraiment le public, là, c'est une chose, mais est-ce qu'il protège sa propre lourdeur? Là, c'est autre chose. Parce que si même peinturer un mur, là, boucher un trou, ça devient une opération bureaucratique, là, kafkaesque, digne des 12 travaux d'Astérix, ce n'est plus seulement de la prudence, là. C'est une culture administrative qui a perdu le sens des proportions. Et ici, il faut monter d'un niveau, là. Ce problème-là n'est pas nouveau. Hein. C'est l'un des plus grands débats économiques du 20e siècle. Pourquoi les systèmes communistes et socialistes centralisés ont tous échoué, presque partout? Pas seulement parce que les dirigeants étaient mauvais, pas seulement parce que les intentions étaient mauvaises, mais parce que les systèmes centralisés souffrent de deux problèmes fondamentaux. Le problème de l'information et le problème des incitatifs. Friedrich Hayek expliquait que l'information utile dans une société est dispersée. Elle existe dans la tête de millions d'individus, dans les prix, dans les habitudes locales, dans les besoins concrets du terrain. Un planificateur central ne peut pas tout savoir. Le marché, par les prix et les décisions locales, agrège cette information mieux qu'une entité bureaucratique centralisée. Cette idée est au cœur du knowledge problem de Hayek. Ludwig von Mises allait dans le même sens, mais avec un problème de calcul économique. Parce que sans vrai prix de marché, il devient extrêmement difficile de savoir si les ressources sont utilisées efficacement. Donc, si on ramène ça, là, ces théories-là, rapidement, puis évidemment, il y en a d'autres, puis on n'a pas le temps de toutes les regarder, mais si on ramène ça rapidement au nid de poule, le citoyen voit le trou, il sait il est où, il sait que les gens brisent leur voiture, il veut intervenir rapidement. La bureaucratie, elle, doit recevoir une plainte, classifier en ordre de priorité, envoyer des courriels, attitrer une équipe à une planification d'intervention, vérifier que les matériaux sont disponibles, se procurer ces matériaux-là avec des appels d'offres, planifier les travaux, voilà, budgéter pour que ça soit conforme au budget là, voté là, par le conseil municipal, octroyer ensuite les effectifs et exécuter les travaux et inspecter ensuite les travaux. Et parfois, là, le trou reste là pendant des mois, voire des années. Ce n'est pas une coïncidence, là, c'est les sociétés qui laissent plus de place à l'initiative individuelle, à l'entrepreneuriat, au marché et à la responsabilité locale, ont généralement mieux performé que les autres sociétés qui utilisent des systèmes hyper centralisés. Le rapport Economic Freedom of the World en 2024 montre que les juridictions les plus libres économiquement ont en moyenne un PIB par personne beaucoup plus élevé que les juridictions qui sont moins libres. Le rapport indique même que les endroits les plus libres économiquement ont un PIB par personne 7 fois plus élevé que les 25% les moins libres. Évidemment, ce n'est pas une preuve que moins d'État est toujours mieux en toutes circonstances. Là. Il y a certaines situations où l'État doit exister pour toutes sortes de choses. Par exemple, pensons à un service d'incendie. Les gens ne vont pas commencer à le faire dans la modernité, mais historiquement, ça a déjà été le cas que les gens s'entraidaient entre eux. Bon, ici, c'est pas l'idée de dire, bon, abolissons tous les services. Mais il y a une tendance lourde. Plus on laisse les individus agir, produire, corriger, innover et s'organiser, plus la société devient dynamique. Et plus on centralise tout, plus on ralentit. Le Québec a choisi un modèle très étatique. Hein. Lorsqu'on a fait la Révolution tranquille, on a cru qu'en établissant un État-providence, on allait se donner les moyens de survivre comme nation francophone en Amérique du Nord. L'État a chassé l'Église, on a déchristianisé la société parce que l'Église, elle offrait l'éducation, elle offrait les soins de santé, etc. On a déchristianisé la société, l'État a pris la place de l'Église et
s'est investi en santé publique, en éducation publique, en services publics, en réglementation forte. Des syndicats puissants ont vu le jour, qui eux aussi font très mal à la productivité, appareils administratifs massifs, etc. Encore une fois, il y a des avantages là, qui sont ressortis de tout ça. Il y a eu de la sécurité d'emploi, il y a eu un petit peu plus de redistribution, la création d'un filet social. Là, on remet pas ça en question. Mais il y a quand même une question très très difficile ici, puis il faut la poser. Là. À partir de quel moment le système devient-il trop lourd pour livrer ce qu'il promet? Quand on paie beaucoup, là, même plus que tous les autres réunis, mais que les urgences débordent, les routes se dégradent, les infrastructures vieillissent, les projets publics explosent en coût. Là, pensons à chaque clic, énormément de gaspillage, des systèmes informatiques là, qui deviennent des fiascos, pas uniquement au niveau de la SAG, et les citoyens là, qui veulent aider se font arrêter. On n'est plus seulement dans un problème de financement, on est dans un problème de modèle. Et c'est c'est très, très un réflexe bureaucratique là, qui semble être toujours le même. Quand quelque chose ne fonctionne pas, on ajoute une règle, on ajoute un formulaire, on ajoute une inspection, on ajoute une structure, on ajoute un gestionnaire, on ajoute un budget, on fait une commission d'enquête. Mais très rarement, on pose la question inverse. Et si le problème était justement qu'il y a déjà trop de couches? Parce qu'une société peut devenir tellement réglementée qu'elle empêche l'intelligence locale de fonctionner. Et c'est exactement ce que cette histoire des nids de poules révèle. Ce n'est pas que les citoyens veulent remplacer tout l'État, là. C'est qu'ils veulent pouvoir agir quand l'État n'agit pas. Il y a aussi un autre malaise. Les citoyens voient parfois des prix publics qui semblent absurdes. Un petit travail privé là, peut coûter quelques centaines de dollars. Le même genre de travail, lorsqu'il passe par la machine publique, peut coûter plusieurs milliers. Pourquoi? Parfois, il y a des raisons légitimes. Là. Il y a des assurances, des normes de la sécurité, main-d'œuvre, responsabilité, mais parfois, il y a aussi une trop grande complexité administrative, des contrats publics gonflés. Là. Tout le monde peut penser au fameux dos-d'âne à 12 000 alors que l'entrepreneur disait ça me coûte 600 le faire. Manque de concurrence, capture par des intérêts organisés, parfois de la corruption, on en a déjà vu au Québec. Le Québec a déjà eu assez de commissions et de scandales pour savoir que cette inquiétude n'est pas sortie de nulle part. Donc, quand un entrepreneur dit, là, je peux régler le problème là, simplement pour une fraction du coût, ça réveille quelque chose dans l'esprit des gens. Mais évidemment, la bureaucratie aussi veut se protéger. Hein. Ils disent, ben, les gens se disent, eux, où va notre argent? Puis la bureaucratie dit, ben, arrêtez maintenant, ça pourrait révéler encore plus de choses. Le problème n'est pas qu'il y ait un État, évidemment. Là. Une société moderne a besoin d'un État. On a besoin de routes, d'hôpitaux, d'écoles, de sécurité publique, de règles, etc. La question est, quelle taille d'État on a vraiment besoin alors qu'on est des plus taxés en Amérique du Nord? Quel niveau de centralisation on a vraiment besoin pour survivre comme nation? Combien coûte cette bureaucratie-là? Est-ce qu'au lieu de dépenser tout cet argent dans cette bureaucratie-là, on ne pourrait pas s'organiser pour favoriser la natalité au lieu de avoir recours à l'immigration massive et programmer notre propre extinction? Quelle place reste-t-il pour l'initiative citoyenne dans tout ça? Parce qu'un État trop faible ne protège pas assez, mais un État trop gros peut finir par étouffer la société qu'il prétend servir et protéger, alors qu'au même moment, par la démographie, l'État, en faisant ce qu'il fait, nous programme littéralement à l'extinction des francophones en Amérique du Nord, avec une date déjà imprimée. Des questions à se poser. Quand un citoyen répare un nid de poule gratuitement, là, ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est qu'il a besoin de le faire. Et quand l'État l'empêche d'aider, la question devient encore plus grave. Sommes-nous rendus à un point où le système protège davantage ses procédures que le bien commun? Parce que si réparer un trou devient plus compliqué que le laisser là, hein? Et ça, là, c'est tellement vrai. Ce n'est plus un problème de voirie, c'est un problème de civilisation administrative.